Tiers-livre, vous savez, c'est une série qui s'appelle Les Numériques, ou alors Numérique, virgule, métier, mais c'est une réflexion à voix haute chaque fois, parce que est-ce qu'on peut être autrement qu'à tâtons? Non, on explore, c'est la nuit. Un contexte qui est toujours mouvant, c'est-à-dire qu'on explore la nuit, mais on sait que la nuit, sans cesse, elle change. Bon, c'est peut-être pas si nouveau que ça. Donc pour moi, comment j'avance dans ces chroniques? Simplement à partir de phrases qui arrivent, de petits thèmes. Je les recopie des fois sur un petit post-it. Par exemple, un lien, qu'est-ce qui fait que vous avez la pulsion d'appuyer, ou est-ce que précisément, nous qui sommes producteurs de contenu internet, on doit tenir compte, est-ce que c'est une passivité? Non, c'est pas une passivité, mais de faire en sorte que les contenus soient là comme incitation à basculer, etc. Et hier, la réflexion là, qui m'est revenue là, cette nuit, c'était le web, les réseaux, c'est chronophage. Alors, de quoi on parlait? On parlait de où installer nos ressources, c'est-à-dire la maîtrise de l'identité numérique. Et ça, je ferai plutôt sur le Patreon, mais Patreon, bienvenue à bras ouverts. Réflexion où on est dans un autre pacte d'échange, de discussion, c'est-à-dire comment, sur une requête simple, banale, quelqu'un publie un livre, c'est l'exemple qu'on avait pris, mais si on clique soit quelque chose qui renvoie vers le nom de l'auteur, soit quelque chose qui renvoie vers le titre du livre, on va avoir toutes les déclinaisons de où le livre est à vendre. Par exemple, la Fnac paye Google pour passer en premier, on aura les liens Fnac et pas du tout les liens vers l'auteur, vers l'atelier, vers la démarche. C'est ça la question de l'identité numérique et la question de où on installe de préférence nos contenus. Alors, les contenus en disposer, ça veut dire créer un hébergement, s'assurer que la base de données est chez soi et pas sur le serveur WordPress ou autre plateforme. Bon, ça, on en discutera à côté, mais après se pose la question justement de comment tu propulses, c'est-à-dire comment tu fais savoir que ton contenu est à cet endroit-là. Alors, tel ami disait, oui, mais moi, c'est une liste email. On s'abonne, donc il y a quelque chose qui tient de la volonté du lecteur de rejoindre, et il reçoit un mail informant des nouvelles parutions. Reste que, est-ce que vous cliquez sur le mail? Si le mail arrive, même si c'est pas tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, mais qu'est-ce qui permet là encore d'inciter à aller s'en saisir, attraper? Et puis, bien sûr, il y a les réseaux. Alors, la discussion, c'était, oui, il y a des œuvres considérables, par exemple, André Markovitch, mais il n'est pas le seul, qui, chaque 2 jours, publie sa chronique Ukraine depuis le 24 février. Quel besoin de penser ensemble, de respirer ensemble sur Facebook. Avant l'Ukraine, il y a déjà au moins 5 ou 6 ans que cette chronique d'André existe. Au départ, ça a été repris sous le titre « Partage » au pluriel chez Inculte. Là, désormais, ces livres, il les édite lui-même dans la maison qu'il a fondée avec Françoise Morvan, qui s'appelle « Mesure » au pluriel, où il y a aussi Daniel Harms et quelques autres trésors de leur ou de ses traductions. Donc, un équilibre entre Facebook et le livre imprimé, avec le fait que sa maison lui appartient, parce que le premier volume, tu le passes dans une maison d'édition commerciale, Inculte, propriété d'Actes Sud, mais le deuxième, qu'est-ce que tu fais s'ils n'en veulent pas? Alors, une stratégie qui est là, et puis, je parlais de mes propres réflexions, par exemple que si je mets des liens sur Facebook, d'abord, Facebook, si c'est un lien qui mène en dehors de Facebook, par exemple un lien YouTube, eh bien, ce post, il y a peu de chances qu'il soit visible sur les murs de mes propres abonnés ou amis, puisque amis, on est limité à 5000, moi j'essaye de limiter à 4400, j'essaye toujours de limiter aux gens avec lesquels j'ai des interactions. Et puis ensuite, simplement, vous vous abonnez à telle page au-delà des 5000, bon, peu importe. Mais si je mets
sur Instagram. Là, Instagram, je ne peux pas mettre de lien, où il faudrait que je le mette dans une story. Mais là, par exemple, si vous choisissez story, il y a des choses formidables, magnifiques, ultra solides. Mais justement, là, on glisse sur la question de l'investissement en temps, c'est-à-dire fabriquer des stories sur Instagram. Personnellement, je n'ai pas fait ce choix, alors que je consomme, ou simplement je suis, non, certains des artistes dont le travail m'importe, je les suis par leurs stories sur Instagram, et ceux-là, des fois je les retrouve en parallèle, je vois bien qu'ils sont aussi sur Facebook, mais beaucoup non. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des communautés superposées, des nappes qui ont finalement très peu d'intersections? Pour Facebook et Instagram, probablement il y a quelque chose de générationnel. Mes étudiants, quand je fais les tests là, dans les différents workshops que j'ai pu faire, ils sont beaucoup sur Insta, ils sont quasi plus du tout sur Facebook. Est-ce qu'ils sont sur Twitter? Assez rarement. Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Oui, beaucoup, mais en tant que consommateur de contenu et pas producteur de contenu, et c'est des contenus qui globalement sont anonymisés. C'est-à-dire que j'adore TikTok et je considère important, même s'il continue de me censurer. Récemment, Flusseur, une mort injuste. T'as ça dans le titre, évincé, goodbye. L'algorithme, tout simplement, ce qu'il fait, il te coupe le son de la vidéo. Donc, c'est très dissuasif, même par rapport à ta chaîne tout entière. Mais simplement, pour moi, ça fait partie de la question. Je n'ai pas d'intérêt particulier pour TikTok, sinon que voir comment ces mécanismes fonctionnent, ça m'intéresse en tant que tel. Facebook, YouTube, Instagram, et là maintenant TikTok. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce qui me revient de TikTok, c'est des communautés qui sont totalement séparées, générationnellement, ou sociétalement, ou culturellement, de la littérature. Et je glisse là, comme si avec une petite seringue, là, tu mettais ton petit poison. Mes histoires littérature, avec une contrainte de temps, avec une contrainte verticale, et je l'assume. Alors, pour revenir à la question centrale là, du mot chronophage, c'est de dire, mais combien de temps ça te prend, tout ce truc ? Et là, bon, il y avait aussi Sébastien Bailly, oui, on crée des routines qui permettent que ce ne soit pas un énorme temps. Alors, la question de la routine, elle est importante. Ça veut dire que si tu es producteur de contenu, est-ce que tu as des contraintes associées? Tu peux t'en dispenser, mais tu prends... Est-ce que c'est le risque? Le mot est beaucoup trop chargé par rapport à ça. C'est-à-dire que rien ne t'oblige. Simplement, Internet, c'est une logique de l'offre. C'est-à-dire que si je mets chaque matin ma petite vidéo de 2 minutes avec une anecdote littéraire, qui peut être fictive, qui peut être inventée, c'est pas du tout une tâche de transmission ou une tâche d'enseignement, même si souvent je vois des réactions qui sont un peu ambiguës là-dessus. Si j'arrête de le faire, personne me dit « Hey, il se passe quoi ?» Enfin si, peut-être... il y a une ou deux personnes, mais en tout cas, que tu proposes des contenus ou pas, la machine, elle continue. C'est-à-dire, c'est peut-être là où on va rejoindre cette philosophie du temps. C'est-à-dire que c'est un temps qui se propage à échelle du jour. Et ça, à échelle du jour, c'est pas nouveau dans la question de la presse. C'est-à-dire que l'incrément de la vitesse a toujours été associé à la propagation de ce qu'on sait. L'enquête d'Hérodote, il interviewe Pline, par exemple, prenons Pline, peut-être plus accessible pour nous, l'univers latin que Hérodote si ancien, mais il interroge des légionnaires ou des officiers de l'armée qui, eux, témoignent de ce qu'ils ont vu, et la propagation se fait par copie sur des rouleaux, c'est très long, mais l'information lointaine, est-ce que tu as un autre moyen temporel d'y accéder et de l'obtenir? Cet incrément temporel, il n'a cessé de se restreindre. Est-ce que jamais on s'en est dispensé? Les chroniques de
Froissart, plus tard. C'est-à-dire, il y a toujours eu cet incrément temporel quelque part dans la littérature qui informe. Et une autre ambiguïté, c'est que la tâche d'informer, c'est constituer littérature. Pensez tous les voyages du XVIIe siècle, pensez même le livre des merveilles qui n'existe pas, mais attribué à ce marchand Marco Polo, dicté en français dans une geôle, et puis retraduit ensuite en italien. Bon, ça on en a parlé par ailleurs, mais ce qui fonde le corpus littéraire, c'est cette objectivation du récit, parce qu'il y a besoin et que seule la langue écrite, ou dans le cas de Marco Polo, parlée, peut en rendre compte. Madame de Sévigné, c'est la correspondance avec sa fille et les lettres recopiées à mesure. Pour moi, c'est un symbole que j'ai constamment. Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne, s'extasiant, en tout cas ahuri, parce que les dessins que Constantin Guy effectue en pleine guerre de Crimée, déjà 1845, reviennent à Londres et sont publiés dans la presse en moins de 9 jours. Mais c'est des dessins, c'est-à-dire c'est des images faites par série. Et très vite, et quand elles sont publiées dans le journal, c'est donc disparaissant le lendemain, est-ce qu'elles sont associées à du récit ? Non. C'est l'image bien avant qu'on puisse reproduire techniquement, par exemple, la photographie. Et ça, c'est Lovecraft, 1925. Les expériences, 1925, l'année où il est à New York, où on fait pour la première fois une expérience où une photo faite à New York va être envoyée par système télégraphique électrique, téléphonique, Understanding Media, McLuhan, toujours là, ce livre, l'avoir là, dans le... C'est lui qui a basé là, qui a transféré ce travail-là. Une image est transférée par les systèmes téléphoniques simultanément à San Francisco et à Chicago pour être reproduite simultanément dans 3 journaux qui paraissent en même temps. Donc cette histoire-là, elle est récente, et nous, cette espèce de poussée, est-ce qu'elle est liée à Internet et au réseau ? Non, vous voyez, par exemple, partout où intervient les mots l'actu, l'info, l'actu, l'info. Ah ouais, mais réfléchir, c'est toujours prendre distance avec ce biais-là. Est-ce qu'il y a une dictature du récurrent du quotidien ? C'est peut-être là où la question du chronophage, on peut entrer dans cette espèce d'écosystème très complexe. Est-ce que le web est chronophage ? Donc je me réancre là dans la question au départ. Tu élabores un contenu qui soit chronique textuelle, billet de blog, ou qu'il soit là, enregistrement de vidéo, et première étape du temps, c'est-à-dire le temps de la publication. Premier univers. Deuxièmement, le temps de propulsion. Et que l'univers de la propulsion et l'univers de la publication sont à la fois complémentaires, liés, mais indépendants. C'est pour ça que j'ai placé là, mon deuxième appareil un petit peu en retrait du premier avec un champ plus général. C'est-à-dire quand je parlais de routine, c'est routine pour la publication, routine pour la propulsion, de façon précisément toi à contraindre ton temps, et que il y a plein de chaînes vidéo où justement on se regarde les uns les autres, où chacun raconte un petit peu comment il s'y prend. Eh bien, moi, comment je me suis organisé ? Alors peut-être que justement, ça je l'ai appris pourquoi ? Parce que vers 1985-1986, grâce à Alain Weinstein et Laura Adler, on m'a fait confiance pour prendre en charge les productions de Nuit magnétique sur France Culture, et que j'ai pu apprendre un petit peu ces contraintes. Mais maintenant, le web les produit en tant que tel et les transmet en tant que tel. Comment je m'organise ? Eh bien, simplement, tu limites
les temps. C'est-à-dire, si je veux faire mes petites séries Histoire de la littérature, il faut que je tende mon fond noir avec mes pinces à linge derrière, que j'installe... il me faut un temps de préparation. Ensuite, j'en enregistre pendant 20 minutes, 5, 6 ou 8. Je viens de passer les 100, là, j'en ai 7 ou 8 d'avance maintenant, mais j'ai encore le temps de montage. Donc vous voyez, ce temps de production, ouais, je sais, oui, c'est chronophage, mais... on entre là, on explore à tâtons l'intérieur du mot chronophage. Pour, là, ces petites vidéos que je produis, qui sont de la parole, publier de la parole au lieu d'en faire un billet de blog. Le temps d'écriture en billet de blog, alors c'est d'autres questions adjointes, c'est-à-dire adjacentes, pardon. Est-ce que si j'écrivais là ce texte avec mon petit clavier miracle, ça n'a rien de miracle, mais c'est toujours se demander, mais c'est où j'écris, avec quoi j'écris, qu'est-ce que c'est ma machine à écrire. Est-ce que la réflexion, le temps de la réflexion lié au geste qui est sur ce clavier est plus rapide que la parole, mais la phase d'autoréflexion serait probablement plus dense. Qu'est-ce que changerait ? La même réflexion à tâtons, la même improvisation, c'est-à-dire jouer avec le temps en avançant dans une galerie de pensées. Appelons ça pensée, c'est pas le critère de si c'est de la grande ou de la petite, on est bien d'accord là-dessus. Ce qui serait différent si c'est de l'écrit ou là, un temps qui est celui de l'enregistrement. Pour moi, ça suppose... c'est pas d'aujourd'hui, ça fait depuis, disons, 2013-2015, petit à petit, c'est sûr que la pandémie a sans doute accéléré tout ça, donc finalement, il y a quelque chose d'un petit peu stable qui est un appareil, là, un GH5S, qui est posé sur un trépied, et je l'enlève jamais du trépied, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Et bon, je passe derrière pour reformater la carte, pour régler un peu le focus, le contraste, suivant les heures et l'éclairage. Il est équipé avec quoi ? Son câble HDMI qui envoie sur un petit retour là, qui est ici, donc quelque chose qui est pas très gros, peut-être si je le retourne on va le voir, mais qui permet de voir qu'est-ce qui se passe dans le cadre, si le son arrive bien, juste des... petits éléments comme ça, lui aussi ne bouge pas. Cette même sortie HDMI, je peux aussi le débrancher du petit retour et puis l'installer sur ce petit truc Avermedia qui me permet d'être branché là. Et là, je passe en streaming pour les zooms. Donc, c'est une fonction aussi qui est... j'ai juste à débrancher un câble et le mettre là. Alors longtemps, par exemple, j'ai travaillé avec soit le micro branché sur l'appareil, mais là, il serait trop loin. Et comme on ne manque jamais de le répéter à l'envi, dans audiovisuel, le premier mot, c'est audio. Amusez-vous avec un téléphone si vous voulez, mais si vous ne mettez pas un micro dessus, bah non, personne n'a la patience d'écouter. Justement, on est tellement sollicité que la question de la technique, si on la fait évoluer, c'est par nécessité aussi de partage, que ce soit confortable, quoi. Alors, pendant assez longtemps, sur mon appareil, j'avais un petit boîtier, la Panasonic. Là, ça permet simplement, dont le griffe sur la prise flash, et il y a deux petits liens pour les micros extérieurs. Et le micro, vous savez, j'avais cette espèce de micro radio là, pendant très longtemps, un Rode NT1A qui est excellent, mais simplement il est toujours devant votre figure, je n'aimais pas trop. Et puis c'est pour ça que j'ai mis l'appareil derrière. Petit à petit, j'ai évolué avec ce micro là, qui est un micro de ciné, c'est un Rode NTG3. Si je le mets là, comme ça, là, hop là, à 30 cm, je suis en voix parler. Je mets le casque, c'est moins par ne pas avoir confiance, encore que ça me permet de sentir quand est-ce que je sors un petit peu du champ audio, que juste pour me concentrer par rapport à la petite bulle environnante. Et puis pour pareil, à la fois meilleure qualité, puis pour sécurité. Maintenant, c'est ce petit boîtier Zoom qui est
ici, celui-là, on le voit directement. On doit voir ici, quand je parle, le petit témoin, l'avantage là de ces appareils, c'est une génération qu'on appelle 32 bits flottants. Donc, ils gèrent eux-mêmes 2 prises qui mélangent pour que, même si je me mets à crier, ce soit à peu près audible. Qu'est-ce qui compte ici pour le mot chronophage et la philosophie du temps? Eh bien, c'est que là-bas, j'ai un petit bouton que je pousse du pied et puis tout s'allume. J'appuie sur mon petit truc record qui est ici. J'appuie sur mon magnéto, je fais mon clap et je parle. Ensuite, terminé, je branche l'appareil sur l'ordi. J'ai même pas à sortir la carte. Ici, j'ai mon disque dur, est-ce que je peux arriver à l'amener? Ouais, c'est un disque dur alimenté extérieur, ce qui permet quand même qu'il ait un peu de rapidité. Et j'envoie ça ici. Qu'est-ce que j'ai à monter? Si on est dans de la parole, alors c'est d'autres questions après. C'est-à-dire dire, oui, tu es équipé pour faire de la vidéo sans que ça te prenne plus de temps que le temps même de l'écriture. C'est-à-dire que le temps de la publication, c'est pas rien. C'est-à-dire que tu importes l'image, mais en général, l'ordinateur travaille sur les temps masqués. C'est-à-dire que tu mets à importer, et puis toi, tu reprends ton boulot ordinaire. Idem ensuite quand tu réexportes la vidéo de laquelle tu as fait les petits mélanges, là, un appareil, 2 appareils, ou bien que tu as retiré là, les endroits où tu as fourché, tout ce qui a pu se passer de travers, ça c'est pas désagréable. Par contre, ce que c'est un peu pesant, ce que tu constates, c'est que toutes les chaînes qui marchent un peu bien, c'est le premier poste qu'on emploie, quelqu'un qui vient t'aider pour le montage. Alors, je reste sur cette idée de chronophage, c'est-à-dire dire, est-ce que ce principe-là, tu parles, tu publies, est-ce que tu crées une demande ou une injonction ou une prière? La prière de écoutez ce que je vous dis. Non, l'avantage de YouTube, c'est que c'est une double nature à la fois de flux réseau. Tu t'abonnes, et c'est important de s'abonner. Ça veut dire que sur votre onglet là, de navigateur, tiens, YouTube, et si vous êtes abonné à 10 chaînes ou 15 chaînes, ça ne vous oblige pas à les regarder. Je pense par exemple Librairie Mola à Bordeaux, fabuleux leur travail. Mais globalement, il y a au moins 2 ou 3 vidéos par jour. Par contre, forcément, une fois toutes les 20 ou toutes les 40, il y a un entretien avec un auteur qui, pour moi, a de l'importance, ou en tout cas génère de la curiosité. Donc, je suis abonné à la chaîne de la librairie Mola, même si je ne regarde qu'une vidéo sur 20 ou sur 30. Et ça ne m'empêche pas d'estimer hautement leur travail. C'est-à-dire, cette question du chronophage, c'est là pour moi où tu peux commencer à faire le ménage. C'est-à-dire, est-ce qu'on entendrait quelqu'un dire « c'est bien lire, mais c'est chronophage ». Non, j'ai pas le temps de lire. Ouais, mais est-ce que le temps de lire, c'est pas quelque chose qui, évidemment, peut-être ça se discutait autrement il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Est-ce qu'on peut parler du temps de lire en dehors d'un temps global, ce qu'on appelle économie de l'attention? C'est-à-dire comment tu privilégies un rapport d'immersion texte seul, alors que toutes les pulsions ou le flux, justement, info-actu, lui, passe sur ce qui est soit du visuel, soit du podcast. C'est une autre question parler plusieurs fois aussi, et c'est une réflexion permanente, constante de l'usage qu'on fait de la voix seule et où on va la chercher, comment on s'organise et tout ça. Mais se dire que pour quelqu'un qui écrit, est-ce que le temps de lire n'est pas en permanence une construction? Comme la salle de gym où j'écoute mes podcasts. Bien, bizarrement oui, c'est-à-dire la lecture est chronophage, ça veut dire quoi? Il y a un temps de lecture à organiser dans sa vie. Le temps de lecture du soir est un petit peu sanctifié, ou sanctifié tout court, parce que il y a la décision impérative qui n'a pas été facile à prendre. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des transgressions. Se dire, non, à un moment donné, tu coupes le réseau et
tu t'en vas. Alors je lis sur un petit Kindle, en ce moment je suis réimmergé là, totalement dans Saint-Simon, mais ce temps de lecture fait partie de ma construction. Ensuite, j'ai toujours des bouquins qui traînent sur la table, c'est-à-dire que là, par exemple, ces 2 livres de Annie Dillard, là, je suis dedans, Apprendre à parler à une pierre en vivant, en écrivant. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle fait, mais enfin, ce qu'elle énonce avec ses routines. C'est l'écriture aussi est une routine, une construction de gestes, d'habitudes, d'usages qui permettent de la rendre efficace pour la construction du manuscrit et la construction de la publication. Mais là, ces livres-là, je les lis justement dans les moments là où je suis ici à cette table, mais sans forcément être impliqué dans un travail dense, et j'ai un temps de lecture dispersé sur différents moments de la journée, mais où il s'agit effectivement de lecture. Et cette question du lire, écrire, on le sait quand on bosse dans les masters de création littéraire, c'est toujours de la ruse, de la pression, de l'appel, s'appuyer sur le petit besoin égoïste de celle ou celui qui écrit. On dit, mais c'est ça qu'il va te falloir là. Et par contre, la bibliothèque des livres qui aident à écrire n'est pas la bibliothèque des livres de la prescription culturelle. Particulièrement là, dans ces temps de rentrée littéraire, par exemple. Et ça, c'est un travail de construction permanente, lié non pas justement à une prescription culturelle, mais à ce jeu de régulation, d'écluse, d'écosystème, par lequel notre travail pourra entrer dans des communautés, réception, des circulations. C'est-à-dire qu'on joue notre peau aussi, là. Alors, cette question, on ne dit pas « la lecture, c'est chronophage ». On dit « j'ai pas le temps de lire ». Puis quand tu travailles avec l'étudiant, tu t'aperçois très bien comment tu peux installer progressivement ce temps de lire. Nous, c'est facile. On a Flaubert. Flaubert a dit « si t'as pas 45 minutes de lecture par jour, t'es mort ». Bon, ok. Et le 45 minutes... il n'y a pas besoin de le changer depuis notre cher Gustave. Mais tu les construis où, comment et avec quoi, les 45 minutes. À partir de là, tu peux t'accrocher à la corde, t'es sauvé. Et est-ce qu'on dit, de la même façon, j'ai pas le temps d'écrire. Et on dit pas, l'écriture c'est chronophage. Oui. Le temps de la construction, le temps du manuscrit, le temps de la gestation du livre, on est dans une occupation du temps, dans une construction de son propre temps organisé dans la discipline artistique. Les musiciens, est-ce que tu joues le matin pour te refaire les doigts? Il y a le travail de gamme, il y a le travail de déchiffrage, il y a le travail de... etc., etc. Et puis ensuite, le travail que tu fais pour préparer la nouvelle échéance à venir. C'est peut-être plus facile à se représenter pour eux que pour un auteur. N'empêche que cette question-là, quand on travaille avec les étudiants sur le « j'ai pas le temps d'écrire », et quels que soient les étudiants, et même si c'est plus maintenant mon centre d'activité principal, là, j'ai encore fait 2 workshops, dont un récemment là, avec l'école Camondo, c'est ça qu'on travaille. C'est-à-dire ces notions de routine. Les notes, les pensées, comment tu les transcris, où tu les transcris. Si tu as une pratique de notes qui sont ici, comment tu les exportes et qu'est-ce que tu en fais? Si ton travail de notes il tient plutôt du journal, est-ce qu'on peut installer dans tes carnets une division ou dédoubler le carnet, et comment tu installes qu'une partie probablement restera dans l'univers journal et qu'une autre partie peut-être tu vas l'installer dans l'ordinateur. Il n'y a pas de loi qui valent pour tous ou toutes, c'est évidemment un travail à faire pour chacun. Mais quand on est là justement en école d'art et nos masters création littéraire, c'était, je dirais, le noyau même du boulot. C'est-à-dire, est-ce que c'est une injonction à prendre des notes? Non, c'est comment tu travailles ensemble à rendre de plus en plus minime ou poreuse la toute petite jonction entre le travail mental et
la transformation, la sédimentation langage, la catalyse langage de ces micro-pensées. C'est-à-dire celle qui te passe là parce que tu es dans les transports, ou celle qui te vient là au matin, qui te reste là de la nuit. C'est-à-dire si tu ne fais pas ce travail-là en permanence d'accumulation, tout à l'heure t'es mort, ouais ben gardons la formule. Si tu fais pas ça, t'es mort. Encore des variations, c'est-à-dire pour des vieux clowns dans mon genre, par exemple, ce que je dois à l'informatique, c'est peut-être d'avoir progressivement donné plus d'importance à la mémorisation, et à la mémorisation, j'allais dire, orale. C'est-à-dire ce qui me vient sous forme de notes mentales, être capable de le garder et dire, quand je me mets à l'ordi, là, ouais, il y a ça. Mais même ça, je me fais pas confiance. Par exemple, mes petites vidéos histoire de la littérature, les prochaines, la liste des prochaines, j'ai une grosse liste que j'entretiens là sur Liceuse. Cette liste, les idées qui me viennent de comment tu entres dans la parole et que tu crées une bulle de récit. Ça me vient plutôt dans le temps du montage. Mais si je ne l'incruste pas là directement, sur 40 minutes après, tu diras, putain, mais c'est à quoi j'avais pensé tout à l'heure. Le web, c'est chronophage. Est-ce que tu peux utiliser cette question-là? Est-ce que tu peux explorer à tâtons l'intérieur de cette question sans déjà la décomposer dans le prisme du temps de lire, du temps d'écrire, et puis de ces usages qui sont justement les incréments au quotidien. C'est-à-dire Kant lisait le journal, on en a la preuve quand il apprend la nouvelle du 14 juillet 1789. On en a la preuve par Hegel. Le journal, c'est la prière du matin. Alors c'est peut-être plus facile pour ceux de ma génération, parce que l'ordinateur, c'est venu en 88, j'avais 35 ans. Que 35, c'est bon. Internet, c'est venu en 96, mais tu faisais le tour. En une nuit, tu avais fait le tour de l'Internet littéraire mondial. Il y a quelques-uns, là, avec qui on dialogue toujours, qui s'en souviennent très très bien. Petit à petit, je dirais que par exemple, l'abonnement au Monde, pour moi, c'est-à-dire payer pour qu'un journal, tu ne l'achètes plus sous forme papier, mais que tu le transfères dans tes usages de lecture numérique, qui n'était pas téléphone, mais où l'ordi portable a toujours été le vecteur essentiel. Pour moi, le transfert ordi portable, c'est 1993. Donc, ça fait bientôt 30 ans. Et le gros changement, c'est 2002, donc seulement 20 ans, mais où arrivaient les vieux fils de cuivre qui transformé en ADSL, c'est-à-dire sur la vieille fréquence vocale du téléphone dans les fils de cuivre. Tu faisais passer une fréquence très rapide modulée sur la fréquence haute, et c'était le signal descendant, et tu modulais sur le bas de la bande passante du signal vocal un signal beaucoup plus lent, parce qu'à moindre fréquence, mais qui était le signal qui remontait. Donc cette dissymétrie organisée sur le vieux fil de cuivre fait pour transmettre la parole. Et tout d'un coup, Internet devenait rapide, et on disait ça à haut débit. Est-ce que j'aurais développé cette activité vidéo si, là, je ne disposais pas, depuis déjà un bon petit paquet d'années, d'une fibre optique? Ben oui, il y a des copains qui font leurs vidéos sans avoir la fibre pour autant, mais je crois que ça a contribué. Alors, réancrons-nous. C'est-à-dire, le temps d'écrire, oui, quand on travaille avec les étudiants, c'est aussi une construction. C'est pas le temps d'écrire en tant que valeur absolue, c'est la suite des gestes et des routines que tu vas installer pour que l'écriture devienne un matériau travaillable, même si la densité et l'intensité ne sont pas au rendez-vous. Les musiciens font des gammes, toi le matin tu peux ouvrir ton fichier, le relire. Ça va être quoi les routines du retravail, même si pendant une semaine, pendant 10 jours, tu n'es pas en mesure d'accueillir une nouvelle avancée de ton travail. Oui, mais en attendant, écrire, c'est
déjà écrire, se dire quelque chose, ça? Non, c'est-à-dire c'est comment tu peux enclencher un artisanat de ton propre travail, y compris dans les périodes où l'intensité, la déchirure, la tension, le basculement ne sont pas forcément au rendez-vous, mais que justement tu vas les préparer parce que tu auras installé à l'intérieur de toi la représentation intérieure de ton travail. Donc la question du chronophage pour moi est biaisée dans la mesure où je pense que les types dans mon genre, quand j'ai quitté mon travail salarié à 29 ans, après 3 ans où la question d'écrire n'était pas forcément facile, mais j'ai eu la chance de séjour à l'étranger avec beaucoup, d'acheter des cahiers, remplir des cahiers. Après, tu peux toujours rebrasser un peu ce qui tient à ton propre parcours, à chacun de le faire, et c'est nécessaire. C'est à se dire, d'abord priorité à la lecture et à l'écriture, et puis l'alimentaire et tout ça, on le fera en fonction. Alors est-ce que c'est du luxe? Je pense que c'est plus difficile, même crucialement difficile pour les jeunes auteurs qui arrivent. C'est-à-dire, nous, tu publies un livre, tu lâches ton taf, il n'y a pas de problème, tu n'y revenais pas. Aujourd'hui, je pense que tu vois de plus en plus d'auteurs qui maintiennent cette activité salarié. Est-ce que c'est nouveau? Non, je pense à mon copain Bergogneau, c'était prof de collège justement, alors qu'il était agrégé pour garder cette espèce de liberté de la tête, d'avoir peu de préparation de cours. N'empêche que la parole, le fait social, la pression, au mois de juillet, c'était ripé dans sa Corrèze et faire de la tronçonneuse de la soudure, revenir à Paris au 1er août, et entre le 1er août et le 10 septembre, tous les ans, il y avait une phase d'écriture intense avant de reprendre la rentrée scolaire. Là, s'il restait un petit bout à faire, c'était pas si grave. Mais la forme qu'a pris son travail, cette forme de réitérer le même récit avec des positions de narration différentes, avec des incompatibilités autobiographiques d'un livre à l'autre, même quand on parle du même personnage ou de la même maison, de la même époque. Ce qui est fascinant chez Bergogneau, c'est lié à cette question d'organiser le temps d'écrire. Mais on ne dit pas chronophage. Alors, chronophage pour la publication, et après je vais passer à ce qui était mon point d'arrivée. Donc cette question de dire, j'installe un contenu, comment faire pour que ce contenu soit repérable, et là encore, diminue la frontière de l'accès. C'est-à-dire que ça ne suppose pas d'aller voir le mur de mon mur Facebook, et le fait que si tu ouvres volontairement mon mur, alors à ce moment-là tu vas voir apparaître la suite de ce que je propulse et tu vas avoir le lien de ma vidéo. Mais si tu n'as pas ce geste volontaire et que tu restes sur ton propre mur, si je mets un lien YouTube sur Facebook, il y a peu de chances qu'il l'installe sur ton mur. Donc ça c'est des problèmes qu'on règle aussi avec la question des groupes privés, pas les pages. Arrêtez avec vos pages, on a marre des pages, ça sert à rien. Les pages, moi j'en ai une page, ouais, mais c'est juste parce que une fois quelqu'un en avait créé à mon nom, donc je préférais faire un peu le ménage là-dessus, mais ça sert à rien. Par contre, les groupes, oui, pas question d'abonner quelqu'un de force à un groupe, c'est une démarche là qui doit être volontaire. Et nous travaillons par exemple sur Tiers Livre avec un groupe fermé, oui, parce que, est-ce que c'est pour repousser les autres? Non, c'est parce qu'on veut un espace de confiance, mais dans cette logique de groupe, alors à ce moment-là, tu as accès à toutes les publications et toutes les informations de tous les membres, et chronologiquement. Et pas simplement suivant un algo qui te dit, tiens, là sur ton Instagram, on a pensé que ça t'intéresserait plus que ça, et c'est la même chose sur Twitter, etc., etc. Donc cette question de propulsion, elle est dans un contexte où ce qui a changé, ce qui a basculé, c'est que ce qui est reçu par tes abonnés dépend de leur propre activité. C'est quoi le j'aime sur Facebook? C'est pas dire « Waouh, super ce que t'as fait, mon Serena », c'est dire « Je mets le petit truc bleu ou la version rouge ». Mais ça, Facebook, il s'en fout que ce soit bleu, que ce soit rouge. Si tu mets le truc « Ah, j'aime pas du tout »,
il va le considérer avec exactement la même valeur algorithmique dans la propulsion, et se dire, non, je dis que ce contenu m'intéresse et que j'aimerais voir apparaître dans mon mur les contenus suivants. C'est pas plus que ça. Ah oui, mais fondamentalement, c'est totalement différent. C'est-à-dire que tu confies au destinataire le soin de dire si, non pas il clique ou il clique pas, mais si l'information lui parvient ou pas. Alors, dans le web, est-ce qu'il y a trop ? Évidemment, il y a trop. Mais ce trop, quand tu explores une grande ville, est-ce que tu dis il y a trop de rues, il y a trop de fenêtres ? Tu dis pas ça. Quand tu entres dans une librairie, tu vois, évidemment, c'est classé, librairie ou bibliothèque. Est-ce que tu dis il y a trop de livres ? Non, tu peux le dire dans un kiosque de gare. Tu vois l'espèce de gros flux de rentrée littéraire. Enfin là maintenant, 3 semaines après, c'est fini. Mais se dire, non, tu vas vers roman, tu vas vers poésie, tu vas vers théâtre, tu vas vers histoire. Si tu es chez Gibert, tu changes progressivement d'étage, tu vas monter aux sciences, tu vas redescendre. Et on dit pas il y a trop. On dit simplement, ça m'oblige, moi, à savoir comment je m'oriente et cette question de la sérendipité. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse convaincre au hasard, sachant que la librairie aussi est une installation permanente avec des tables horizontales, avec des mises en valeur, avec même la quantité, si c'est une grosse pile ou si c'est une petite pile, et ça va te donner une indication, mais on est dans un espace, j'allais dire un espace spatialisé, ce qui évidemment est un pléonasme de première, mais tu organises ta déambulation dans une organisation spatiale qui coïncide avec les catégories. Dans la mesure où tu as l'écran, il n'y a plus. Si toi, tu es producteur de contenu, tu vas pouvoir organiser les liens qui sont troués le texte, mais tu vas surtout organiser le contexte. Le contexte va varier et le contexte va te permettre de glisser d'une instance de contenu à une autre. Bon, ça, c'est le côté technique. La question de la propulsion, elle est que ton contenu en tant que tel, est-ce que ça suffit ? Ben ouais. Si tu écris pour toi et que tu mets ça là dans le carnet qui est planqué sous ma table, il n'y a pas d'instance de publication. Et c'est tout à fait non seulement légitime, mais une des instances qui pour moi me relie le plus essentiellement à l'écriture. Par contre, si tu publies, bah oui, Stendhal disait c'est pour les happy few, c'est-à-dire que tu ne cherches pas, comme on avait cette espèce de cliché autrefois, ah ouais, c'est visible par le monde entier. Ben non, si tu es sur la place Saint-Marc à Venise, ça bruit de conversation, mais même si tout le monde parle en même temps dans cette foule, une conversation, elle est privée à 2 ou 3, et c'est pas du tout la conversation générale qui fait ce que toi, tu entends et que tu déchiffres. Alors, Internet n'est pas dissociable de l'adresse ou qui reçoit l'adresse, et c'est là où ça devient intéressant aussi. C'est-à-dire que si tu mets ton contenu sur Facebook, il sera que là. Si tu mets ton contenu chez toi, dans une base de données pour laquelle tu prends un hébergement lié à ton nom, est-ce que tu l'installes aussi sous forme de lien, sous forme de teaser, sous forme d'une photo, et puis dire tiens, passez donc voir mon site. C'est très frappant, souvent, comme quand je mets mon petit journal photo, pas souvent, mais parce que je bouge moins en ligne sur mon site, je mets 2 ou 3 photos sur Facebook en disant tiens, là, cette série de 15 images, aller sur mon site, je peux avoir toute une série de likes sur Facebook, et beaucoup moins de gens qui vont voir sur mon site, où là pourtant il y a l'instance textuelle qui donne le lien et ce que je cherche par ce journal image. On est tous dans le même désarroi par rapport à ça. Par contre, dire est-ce que tu l'installes sur Twitter? Est-ce que tu l'installes sur Instagram? Est-ce que tu l'installes... il y en a plein d'autres. Il y a sur Mastodon, sur Hello, sur... Évidemment, on trouve Thierry Crouzet, par exemple, si vous allez sur son site, là, vous trouverez plein de trucs là-dessus. Vous trouverez des outils qui permettent de dire
je l'installe sur cette plateforme et cette plateforme se charge, elle, de le répercuter sur l'ensemble de mes comptes réseau. Et c'est logique. Par contre, de mon côté, si je ne les ai pas utilisés, contrairement à Cruiser, c'est parce que je me dis que ce que j'ai à dire sur Twitter, je ne l'exprime pas de la même façon que si je le mets sur Facebook ou sur Instagram, et que tel contenu, il sera plus en affinité avec les gens avec qui je dialogue sur Twitter, ou les gens avec qui je dialogue sur Facebook, ou les gens avec qui je dialogue dans le groupe Atelier d'écriture, et que ce n'est pas une propulsion générale sur l'ensemble des réseaux. Mais en tout cas, est-ce que c'est chronophage ? Qu'est-ce que c'est par rapport au temps d'élaboration du contenu ? Pas grand-chose. La question, c'est de dire, est-ce que ce temps a valeur par rapport à toute la pression qui est sur moi ? Ça, c'est juste à vous de le décider. Est-ce que votre contenu le mérite ? Est-ce que vous dites que cette phase-là, finale de propulsion, elle fait partie intégralement de votre contenu, mais de toute façon, rien qui vous oblige. Alors comment on s'oriente dans ce trot d'Internet ? C'est-à-dire, si je me revois il y a 20 ans, oui, je crois que j'ai toujours lu des journaux quotidiens. Il y avait un journal du matin, un journal du soir. Ceux qui lisaient l'Humanité, ce n'étaient pas ceux qui lisaient le Figaro. Il y avait ceux qui préféraient Libération. Il y avait toute une galaxie. On pouvait lire des magazines selon qu'on aimait. Il y avait Univers Mac, par exemple, ou des choses de cet ordre-là, suivant n'importe quelle préoccupation qui était la vôtre. Je pense que ces questions de magazines, quand on voit les tractations, ils n'arrêtent pas de se les vendre, ça existe encore. C'est évidemment le marché de la publicité qui le nourrit beaucoup plus que les abonnements des clients. Est-ce que j'ai changé dans ma manière de m'informer ? Évidemment, c'est-à-dire que par Internet, si je suis en état d'émettre ma requête, je vais trouver les contenus extrêmement spécialisés et précis qui vont nourrir ma requête. Tiens, tout à l'heure, sur Facebook, c'était une maison qui a été celle de Julio Cortázar à Seignon dans le 84, de 1964, en gros, jusqu'en 1974-75, qui correspond à telle phase de sa vie avec une compagne. Puis ensuite, quand est venue Carole Dunlop, il n'y est plus venu, mais enfin, en tout cas, il y a 15 ans de cette maison. Tout d'un coup, je disais tout un tas de trucs sur cette maison. C'est une requête extrêmement spécialisée, mais qui m'est venue parce que j'avais publié quelque chose sur Cortázar et que d'un autre côté, je suis en attente en ce moment pour d'autres boulots, projets, de contenu qui aillent dans ce sens-là. La question, c'est comment je peux émettre cette requête ? C'est-à-dire que par exemple, je suis abonné au Monde, un abonnement familial, ça nous permet de le partager en 5, très bien, au moins ça fonctionne. Est-ce que ça me suffit ? Non, évidemment. C'est une valeur moyenne, le Monde. L'aphorisme, le Monde, c'est le meilleur des journaux, mais uniquement pour ce qui n'est pas de votre discipline. C'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. C'est-à-dire quand tu le lis en littérature, après, puis tu leur fais confiance pour le reste. Non, donc il faut toujours avoir une petite défiance, mais au moins j'ai un indicateur de fresque, et sur cette fresque, c'est, tiens, ça, peut-être tu peux, là, aller chercher plus loin. Et là, tu seras émetteur de ta requête, et le net est un monde qui, à ce moment-là, se réorganise en fonction du caractère pointu de ta requête. Et c'est là où, est-ce que, il y a 20 ans, quand je prenais le train, j'achetais le journal. Quand j'arrivais au Saint-Pierre-des-Corps au bout d'une heure, en gros, je l'avais lu du début à la fin, y compris les notices nécrologiques ou les programmes télé, même si je n'ai pas de télé. Est-ce que tu t'interrogeais sur ce temps de la lecture du journal ? Non, c'est le temps que tu consacres à l'attention extérieure et à la communauté. C'est évident que ce temps s'est déporté là. Alors, est-ce que le fait d'être producteur de contenu Internet et de demander à Internet a changé une part de mes habitus ou une part de mes usages ? Oui, certainement. Par exemple, je serais incapable le matin, quand j'arrive ici, que j'ai des gestes extrêmement précis de consultation, de organisation de mon propre travail, de supporter une radio.
si je mets la voiture, j'écoute jamais de radio. C'est différent pour les copains plasticiens. Mais moi, il se trouve que quelque chose qui parle en français pendant que je travaille ou que j'essaye de réfléchir, c'est totalement impossible. Donc, ça fait des années que je me suis séparé de la radio. Est-ce que pourtant, je suis séparé de l'importance accordée à l'existence d'une radio publique ? Non, indépendamment de qu'on peut avoir les yeux tout ronds en voyant comment ils se comportent, mais j'écoute des podcasts et ça aussi la question dont je parlais tout à l'heure, c'est comment tu te repères dans l'immensité des podcasts. Est-ce que toi, tu es abonné à la chaîne podcast Tiers Livre ? Ben non, pourtant, la chaîne podcast Tiers Livre, elle est dans Deezer, dans iTunes, dans Spotify, dans tous ces trucs-là. Mais il y a 150 personnes qui regardent, qui écoutent des contenus par jour. J'y suis attaché, je continuais de la développer. Mais moi-même, j'essaie paresse relative qui est que je vais plutôt là chercher l'icône de Radio France et que si je suis sur l'icône Radio France, il me propose interculture, bleu, FIP, je sais plus quoi, mais il y a aussi les cours du Collège de France, il y a aussi l'INA et que par exemple, oui, les cours du Collège de France, c'est par ce biais que je les écoute, donc par la médiation de Radio France. En ce moment, j'écoute une série sur la Saint-Barthélemy qu'on m'a indiqué. Donc la prescription individuelle continue de fonctionner pour chacun d'entre nous. Et j'ai usage de la radio publique, mais j'ai usage par l'intermédiaire du podcast et pas du tout par une présence de radio qui me viendrait comme ça. Bah ouais, du coup, tu es beaucoup plus à distance. L'actu, de l'info, donc fais le ménage. Si t'as trop, ce qui compte, c'est quoi ? Comment tu lis, comment t'écris ? Est-ce que tu as besoin de placer autour pour lire écrire ? Eh ben, fais le ménage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui surnage ? Ce qui va surnager, c'est les choses pointues de la communauté. C'est-à-dire qu'hier, dans notre petit Zoom hebdomadaire, Patreon, on regardait comme ça des démarches d'auteurs. On avait pris un événement, Nantes, Poésie midi-minuit, où il y a une trentaine d'invités, tu regardais les 30 auteurs et autrices invités, ils font quoi sur leur réseau ? Ils utilisent comment le réseau ? Et comment chacun d'entre nous, sur quelques auteurs, je pensais à Nathalie Yo, à Mélanie Leblanc, enfin des gens qui ont une démarche pour moi de plein respect, même si c'est loin de mes univers, mais pour lesquels il y a une exigence de vie dans le travail d'écriture. Donc, une modestie énorme dans la réception. Comment on installe la possibilité d'écoute ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des livres à vendre ? On s'en fiche. La question, c'est qu'on donne dans le réseau un partage d'ateliers, d'ouverture, qui, évidemment, j'espère que tu prolongeras par les livres des gens que tu écoutes. Ben voilà, moi je me dis, j'ai plus besoin de livres, puisque justement c'est le Patreon qui représente ça par rapport aux vidéos, là, comme ça, d'improvisation sur la chaîne. C'est vrai que ce que tu reproches, par exemple, à la radio publique, tu prends France Culture, d'émettre le jour et la nuit, 7 jours sur 7. Non. Quelque part, les univers qu'on installe, nous, ici, sont du même ordre. C'est-à-dire le droit de dire pour nous, producteurs de contenu web, quelle expression atroce, mais c'est dire aussi que j'accepte pour moi l'éloignement des formes éditorialisées, y compris de mon propre label Tiers Livre, même si j'y suis viscéralement attaché aussi, et se dire que mon travail d'écriture, mon travail essentiel, il passe par ces recherches dans la parole que je publie sous forme de vidéos. Ça me regarde. J'en fais pas une loi pour d'autres. Heureusement. C'est plus une interrogation sur le fait de les voir qui, eux, bloquent sur d'autres parois. C'est-à-dire qui lit les livres qu'ils font, comment ces livres sont présents, comment ça informe, les livres qui sont plus disponibles. C'est rude, la condition d'auteur, par rapport à il y a 10 ans ou par rapport à il y a 20 ans. Et là, ils prennent la responsabilité de ne pas venir en tant que des mains productrices sur Internet. Quel risque ils prennent ? En tout cas, pour moi, je voulais parler de ça. C'est-à-dire quelqu'un
qui pourrait écouter tout ce que je publie sur ma chaîne? Bien sûr que non. Par contre, là, imaginons que je viens de parler 40 ou 50 minutes sur juste ce mot chronophage. Qui ça rejoindra dans tel ou tel moment parce que, justement, les moteurs de recherche permettront de pointer vers ce contenu. Est-ce que moi, je serais entré dans cette écriture orale sur le mot chronophage si ça n'avait pas été dans le geste du même coup de le publier? Est-ce que sur cette chaîne que je développe, tout à l'heure j'étais surpris parce qu'en fait j'ai créé mon compte YouTube en 2006. J'ai commencé d'y publier en 2009 et disons qu'en 2015-2016 ça a commencé à devenir une recherche en soi et peut-être depuis 2 ans une recherche qui prend le dessus par la question dans l'écriture, de l'improvisation et de l'exploration. Est-ce que les mêmes personnes chercheront ma série numérique que celles et ceux qui écoutent les lectures Lovecraft ou celles et ceux qui en partagent les ateliers d'écriture? Bien sûr que non. Est-ce que pour autant je devrais le fractionner, cet univers? Bien sûr que non, ne serait-ce que pour les questions de monétisation. C'est quoi la monétisation? Certains qui se posent des questions. Une fois que tu as 1000 abonnés, c'est pour ça que la question de l'abonnement, elle est vitale. Moi, c'est bon, je les ai. Mais il y a plein d'autres que je suis de façon vitale et qui ne les ont pas, les 1000 abonnés. Et puis, un critère autre quantitatif, il faut avoir 4000 heures ou 6000 heures de visionnage. C'est évident que sur cette chaîne, je l'ai. Sur ma chaîne verticale, où c'est des petites vidéos d'1 ou 2 minutes, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu as ces 2 critères, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage? Tu peux demander à monétiser tes vidéos. Ce qui fait que moi, mes vidéos, quand je les mets en ligne, au contraire, je clique sur démonétiser. Parce que si tu cliques sur monétiser, tu as de la pub avant, tu as de la pub pendant, sauf pour les gens qui... Pareil, parce que moi, YouTube, c'est devenu extrêmement important. Donc, j'ai un abonnement YouTube Premium qui me dispense de pub. Est-ce que ça me coûte cher? Ça me coûte 15 balles. Mais j'avais un abonnement autrefois Spotify qui devait être à 11 balles. J'ai pas besoin, puisque YouTube Music, c'est exactement les mêmes fonctions, les mêmes algos, les mêmes contenus. Ou Deezer, ou iTunes, etc. Laissons ces choses à distance. J'ai signé pour la monétisation sur YouTube uniquement pour pouvoir interdire à YouTube de couper mes vidéos par de la pub. Paradoxe? Ben ouais, paradoxe. Alors, qu'est-ce que ça t'apporterait? Ça t'apporterait quelques sous? Probablement. Je l'ai fait pendant un temps. Mais là, en choisissant Patreon, c'est que les gens qui me font l'honneur, l'amitié de s'abonner là à mon site, de soutenir, bien, c'est ce qui me permet justement de dire mon activité et mon temps, je ne les contrains pas par un geste salarié ou social, mais je m'autorise là d'être à ma table et de développer mes contenus. Et moi-même, je trouve qu'Internet, c'est pas assez grand. Je trouve que pour la littérature, pour le contemporain, pour l'atelier des auteurs, j'aimerais tellement pouvoir en suivre plus. Sur YouTube, ouais, YouTube comme vous voulez, ou Instagram, ou ce que vous voulez. Mais je suis en demande. Sur le mot chronophage, c'est ça. C'est pas une valeur absolue, c'est une question d'organisation de ce que tu considères comme flux entrant, de les hiérarchiser et de savoir qui et quoi tu rejoins. De savoir là où toi tu es dans ta fragilité, ta singularité, comment ce dont tu as besoin. C'est pas de la prescription culturelle verticale, de la consommation culturelle. C'est d'en appeler à la singularité et à la fragilité d'autres sources d'émissions dispersées là, dans le grand bruit général, et que si tu les rejoins, tu n'auras pas du tout l'impression que c'est chronophage, parce que ça surgit à l'endroit même où tu lis et où tu écris.
suite au prochain numéro.